Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé en mode interactif et nous avons toujours rentré les commandes directement dans la console de Scilab. C'est-à-dire que on rentrait manuellement les instructions et on les répétait si nécessaire et dès lors qu'il y avait besoin de changer certains paramètres. À partir du moment où on a besoin de faire des algorithmes plus compliqués, plus élaborés, qu'on a besoin de faire des plus gros calculs ou tout simplement qu'il y a besoin de faire je ne sais pas, des campagnes d'essai et où il y a énormément de calculs à répéter, on ne peut pas travailler dans ce mode et on va plutôt se tourner vers des programmes et réaliser des scripts ou des fonctions. Donc Scilab propose tout un environnement de développement dans lequel on va pouvoir programmer une application et plutôt que de taper chaque instruction à la suite dans la console, on peut les regrouper dans un fichier et on fera exécuter le fichier à Scilab. Scilab propose un véritable langage de programmation. Ici, c'est du langage interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas compilé pour générer un exécutable qu'on exécute de façon à part entière. Lorsqu'il il exécute un script, il va effectuer chaque calcul et chaque instruction au fur et à mesure qu'il les rencontre, donc à la volée. Scilab a son propre éditeur, mais on peut tout à fait utiliser un éditeur de texte quelconque pour pouvoir créer ces programmes. Et l'extension des fichiers n'a pas d'importance, mais par convention, on va spécifier un point SCE pour les scripts de Scilab. Donc pour lancer l'éditeur, on peut le lancer depuis Application ou Cnote, ou en tapant Editor dans la console. Et on a donc notre éditeur de texte qui apparaît. Donc ici, dans Scilab, soit on tape Editor dans la console, dans Application, il est ici, et généralement, il est en raccourci ici. Donc maintenant, on a un éditeur de texte dans lequel on peut rentrer du texte. Là, il s'est ouvert dans une fenêtre séparée. Ça peut être pénible de naviguer entre cette fenêtre et cette fenêtre. Donc, ce qu'il est peut-être pratique de faire, c'est d'intégrer cette fenêtre avec le système de docking directement dans notre interface. Donc là, Cnote apparaît ici, et si on veut voir le navigateur de fichiers, il est ici. Donc on va faire un premier script ici qu'on va appeler monscript.sce. Donc il suffit de taper ce texte dans l'éditeur. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Ici je me suis créé un répertoire Scilab et j'ai tapé mon texte monscript.sce. Donc je peux l'ouvrir avec Cnote. Donc je fais ouvrir, je vais aller le chercher. Voilà. Donc voilà le texte. Au passage, ce n'est rien d'autre qu'un fichier texte. Comme je vous ai dit, l'extension n'a pas d'importance. Et donc si je l'ouvre avec un autre éditeur de texte, avec Notepad par exemple, ou avec le bloc-notes, eh bien, on voit le texte ici écrit en toutes lettres, et je pourrais très bien le modifier, et ça ne poserait pas de problème ensuite à Scilab pour l'exécuter. Donc une fois qu'on a rentré notre script, donc qu'est-ce qu'il fait ce script exactement? On lui définit une variable R. R correspondra au rayon d'une sphère. On peut noter au passage que lorsqu'on veut mettre des commentaires pour agrémenter le code d'explication, il suffit de démarrer la ligne avec un //. Ensuite, on va calculer l'air qu'on va stocker dans la variable A. Donc l'air de ma sphère, c'est 4πr². Et si je veux calculer le volume, que je vais stocker dans la variable V, c'est 4πr³ sur 3. Et ensuite, je décide d'afficher et l'air et le volume avec la fonction disp, qui va afficher cette chaîne de caractères suivie de la valeur de A. Donc, si je veux exécuter mon script, il suffit de taper exec pour exécution. Mon script, donc que j'ai mis en toutes lettres, donc c'est le nom du fichier que je mets entre cotes. Et -1, c'est simplement une option d'exécution qui permet d'afficher plus ou moins d'informations. On gardera cette valeur pour cette option. Et lorsqu'on exécute ici pour r égale 2, ça donne ce résultat. Donc c'est ce que je vais faire. Si je tape exec, j'appuie sur entrée pour l'exécuter. Ici ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le bon répertoire de travail. En effet, si je regarde mon navigateur de fichiers, le répertoire de travail actuel, c'est mes documents, c'est dans Documents. Or, mon fichier, il est
je l'ai enregistré dans le répertoire Scilab, donc on peut le voir ici, répertoire Scilab, ou ici, document Scilab. Donc pour cela, il y a deux possibilités. Soit je spécifie directement le chemin dans mon paramètre d'exécution. Donc par exemple ici, si je fais Scilab pour le nom du répertoire, voilà, donc là il exécute. Première possibilité. Deuxième possibilité, je vais définir mon répertoire de travail ici, je vais le modifier, je rentre dans Scilab et ceci est mon nouveau répertoire de travail. Et là on peut voir qu'apparaît mon script. Et donc là, si j'exécute à nouveau cette première instruction, il est capable de me l'exécuter. Et troisième façon d'exécuter le script, c'est directement dans l'éditeur. Donc il faut cliquer sur cette fenêtre d'édition pour faire apparaître les bons menus. C'est d'appuyer sur ce bouton d'exécution. Celui-ci c'est le même, si ce n'est qu'il fait une sauvegarde préalable. Voilà, donc je recommence. Ici, pour exécuter ce script, j'appuie ici, et voilà, on obtient donc l'air et le volume. Et ce qui est pratique, c'est que si je veux refaire le même calcul, mais avec un rayon différent, un rayon de 10, je n'ai pas besoin de retaper toutes ces instructions dans ma console, j'ai juste à modifier cette variable, et à réexécuter, pour avoir les nouvelles valeurs d'air et de volume. Donc pour cette remarque, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on doit s'assurer que le fichier est visible et pour cela il faut se situer dans le répertoire courant ou le répertoire de travail. Ou alors il faut spécifier le chemin complet pour arriver jusqu'au fichier. Ici dans le premier argument de la fonction exec. Donc si on veut mettre des commentaires, il suffit de démarrer la ligne avec le double slash. Le répertoire de travail peut être modifié en naviguant dans la fenêtre navigateur de fichiers ou alors en allant dans Fichier, répertoire de travail et on va le modifier. Un point très important est que les variables définies dans la console ou dans le script sont visibles des deux côtés, de part et d'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a défini dans la console est connu dans le script et tout ce qui est défini dans le script est connu dans la console. C'est-à-dire qu'ils partagent le même espace de travail. Donc on va commencer par nettoyer l'écran. On va effacer toutes les variables. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a plus aucune variable connue. Si j'exécute ce script, il m'a calculé l'air et le volume. Pour cela, il a eu besoin de définir R et les variables A et V. Donc ici, si je tape R, il est connu, A est connu, V est connu, et on pouvait directement le voir dans le navigateur de variables. Si maintenant je définis, je vais mettre en commentaire ce paramètre, cette ligne, et je tape R égale 5. Donc on a changé sa valeur ici. Et si j'exécute maintenant mon script, il a exécuté avec une nouvelle valeur de R. L'air et le volume sont différents. Et R est resté égal à 5. Donc toute modification sur des variables, que ce soit dans la console ou dans le script, sont visibles dans les deux cas. Elles sont définies dans le même espace qu'on appelle l'espace de travail ou le workspace. Et elles sont donc des variables partagées. Et tout ce qu'on peut modifier dans le script sera connu dans la console. Et vice versa. Donc on le voit également dans ce second exemple. Si je définis un second script, où je vais définir un intervalle entre x1 et x2, je vais définir un vecteur x qui sera en fait un vecteur allant de x1 à x2 en n points. C'est-à-dire que ça va générer un vecteur à n de dimension n avec une valeur min et une valeur max. Et là, on va calculer l'expression d'une fonction en exponentielle moins 2x fois sinus de 3x. Ensuite, on va l'afficher et simplement dire afficher dans la console qu'on a tracé un graphique sur la figure. Si j'exécute ce script sans rien avoir défini au préalable, ça ne va pas marcher, il va y avoir une erreur parce qu'il ne connaîtra pas n. Par contre, dans la console, je peux très bien définir n d'abord,
n est fixé à 50, et donc dans mon script, ça ne pose pas de problème. N est maintenant connu et défini, et il va pouvoir l'exécuter normalement. Et donc, l'exécution du script s'opère sans encombre. Et voilà le résultat du tracé. Donc vous pouvez tester par vous-même. Une seconde façon de réaliser un programme est de définir ses propres fonctions. Nous avons vu de nombreuses fonctions prédéfinies dans Scilab, comme des fonctions mathématiques, cosinus, sinus, exponentielle, d'autres fonctions qui permettaient de donner l'arrondi d'un nombre par excès, par défaut, des fonctions qui permettent de donner des valeurs maximales, d'autres qui permettent de renvoyer la dimension d'une matrice. Donc il existe des milliers de fonctions dans Scilab et il est tout à fait possible de définir la vôtre. Donc pour cela, on va éditer un fichier dans lequel on va rentrer le code de la fonction. Cela n'est pas nécessaire, on pourrait très bien directement rentrer la fonction dans l'interface de Scilab dans la console, en spécifiant les mots-clés function, puis la suite, et en finissant notre programme avec end function. Mais cela reste moins pratique que le développement direct dans un texte, d'autant plus que si l'on a besoin de modifier plus tard la fonction, d'évoluer dans les versions, d'ajouter d'autres fonctionnalités, c'est évidemment beaucoup plus simple et pratique de partir d'un fichier qu'on a déjà élaboré que de retaper l'ensemble de la fonction dans la console. Les fichiers regroupant des fonctions ont généralement une extension .sci, mais là non plus ce n'est pas nécessaire. Et il suffit d'exécuter une seule fois le fichier pour charger la fonction dans Scilab. Ensuite, la fonction est disponible et peut être utilisée autant de fois que désiré. Par contre, si la fonction est modifiée, alors il faudra recharger le fichier avec les modifications. La définition générale d'une fonction est de cette forme avec un mot-clé function. Ensuite, on a le prototype de la fonction. Ici, on a le nom de la fonction qui sera utilisée lors de son appel, la liste des arguments d'entrée, des paramètres qu'on doit fournir à l'appel de la fonction, et en sortie, les listes des arguments que la fonction est capable de renvoyer. Si elle ne renvoie rien, il n'y a pas besoin de spécifier cette partie. De la même façon, si la fonction n'a pas de paramètres en entrée, il n'est pas nécessaire de spécifier cette partie. Ensuite, il vient le corps de la fonction qui va décrire, détailler l'implémentation même de la fonction. Et on finit ce développement avec end function. Nous voyons un exemple ici d'une fonction qui va calculer les racines d'une équation du second degré. Cette fonction est définie ici, dans ce cadre, et nous incluons cette définition, ce texte, dans un fichier newfunction.sci. Dans la console, on va alors taper cette ligne qui permet d'exécuter le fichier. Donc dans ce cas, la fonction n'est pas exécutée, elle est juste chargée dans l'espace de travail de Scilab, et ensuite on peut l'appeler de la même façon qu'on appellerait une fonction de Scilab classique. Donc on va traiter cet exemple. Je vais ouvrir le fichier correspondant. On retrouve le texte de la fonction avec ici les mots-clés function and function, ici le corps de la fonction, ici le nom de la fonction, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Il est conseillé de démarrer le code de la fonction avec un commentaire pour détailler le fonctionnement, le principe de la fonction. Donc ici, je vais récupérer le prototype de la fonction pour le lancer. Donc si j'appelle x1, x2 les racines d'une équation du second degré dont je vais donner des valeurs, donc par exemple 1, 2, 3, je l'exécute et il ne connaît pas, il me dit variable non définie. En fait, c'est la fonction racine ec de d qu'il ne connaît pas. Donc pour qu'il puisse la connaître, il faut que je la charge dans Scilab, et je vais donc exécuter ce fichier. J'ai exécuté le fichier. Donc maintenant, on va répéter l'instruction. Alors vous avez vu qu'en exécutant ce fichier, il n'a pas exécuté la fonction, il ne fait que charger la fonction. Et vous voyez qu'il a résolu mon équation du second ordre en me donnant ces deux racines.
Donc on peut rentrer d'autres valeurs. Donc par exemple, si je cherche à résoudre l'équation x carré plus 2x plus 1, donc ceci en fait ça correspond à x, à une identité remarquable x plus 1 au carré. Donc il va y avoir deux racines, une racine double qui est moins 1. Voilà, il me donne les deux racines, moins 1, moins 1. Un dernier point, si je veux modifier ma fonction pour la faire évoluer et rajouter par exemple d'autres fonctionnalités, il va falloir que je la recharge dans Scilab. Donc par exemple, admettons que je veuille en plus de renvoyer les deux racines, eh bien je veux renvoyer la somme de mes trois paramètres A, B, C. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est pour l'exemple. Donc somme égale A plus B plus C, et on va le renvoyer en sortie. Voilà. Je sauvegarde. Si j'exécute ma fonction, donc je copie le prototype. Si j'exécute ma fonction avec l'exemple précédent, il y a un problème, il ne reconnaît pas le nombre d'arguments de sortie. Alors en effet, si j'enlève somme, voilà, il est capable de me l'exécuter normalement. Mais il m'a posé problème, il ne reconnaît pas somme. Et d'ailleurs, si je n'avais pas modifié ici le nombre d'arguments de sortie et que j'avais fait d'autres modifications ici, cette modification n'aurait pas été prise en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a modification, il faut recharger la fonction. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est réexécuter le fichier. En exécutant le fichier, il me donne un warning. Donc attention, on est en train de redéfinir la fonction racine avec 2D. Effectivement, c'est ce qu'on veut faire puisqu'on l'a modifiée, donc on veut la redéfinir, mais ça permet de prévenir au cas où si on faisait des modifications qui n'étaient pas prévues ou sur des fonctions qu'on n'avait pas prévues. Donc ici on sait ce qu'on fait, et puis le fichier il est très simple, mais ceci peut être utile. Et donc maintenant, si j'exécute ma fonction, elle a été mise à jour, et j'ai ma nouvelle sortie somme qui est égale à 4. 1 plus 2 plus 1. Une différence fondamentale avec les scripts est la gestion de l'espace des variables, de l'espace de définition des variables. Donc les variables qui sont définies dans la console sont visibles dans la fonction. Mais par contre, elles ne sont pas modifiables. C'est-à-dire que si on utilise cette variable dans la fonction et qu'on la change, qu'on lui affecte une autre valeur, ce changement ne sera pas répercuté dans la console. De plus, les variables qui sont créées et définies dans la fonction, elles ne seront pas visibles dans la console. Nous allons faire un test en définissant une nouvelle fonction. Donc une fonction toute simple, par exemple function. Alors une fonction qui va renvoyer un seul argument, on va dire résultat ou résu égale plus n. Donc ce sera une fonction qui va ajouter n à un argument d'entrée x. Donc résu égale n plus x. Voilà, donc cette fonction ne fait que rajouter la valeur n à x. Je sauvegarde. Donc évidemment, il faut que je charge la fonction. Donc je vais exécuter le fichier. On a redéfini donc racine ec 2D. Et là, on redéfinit plus n parce que je l'avais défini avant pour un premier test. Donc plus n est maintenant connu. Mais par contre, on peut se poser la question de est-ce que ça va marcher? Parce que là, on va utiliser une valeur n, mais qui n'existe pas dans nos variables. Là, si je teste n, il va me dire qu'il ne le connaît pas. Donc là, théoriquement, si je tape y égale plus n à la valeur 4, donc on devrait faire 4 plus n pour y, là, il me dit qu'il ne connaît pas n, et c'est normal. Donc par contre, il faut donc que je le définisse. N égale 3. Et voilà, cette fois, il est capable de me le calculer. Donc y égale 4 plus 3. Donc n, ici, qui a été défini dans la console, il est connu dans la fonction. Par contre, si maintenant je définis une variable particulière ici, donc je vais rajouter
une variable intermédiaire qu'on va appeler m égale 1. Et on va dire que cette fois, on va rajouter n plus m plus x. Évidemment, il faut que je recharge la fonction, donc je l'exécute. Et maintenant, si j'écris y égale plus n4, la logique voudrait qu'on ait, le calcul voudrait qu'on ait donc 7 plus 1, 8. Voilà, nous avons 8. Et par contre, m n'est pas connu. M a été défini seulement dans la fonction et il n'est pas connu à l'extérieur. De la même façon, si je modifie la valeur de n, si je fais n égale 0 en sortie juste après ce calcul, je recharge la fonction, je l'exécute, je trouve toujours la bonne valeur et n il est égal à 3. Il n'a pas pris la valeur 0. Donc la modification qu'on peut faire sur des variables globales qui sont dans le workspace, ces modifications qu'on peut faire dans la fonction ne sont pas visibles à l'extérieur et restent valides que dans la fonction lors de son exécution. Pour finir le chapitre, nous allons voir les différentes structures d'algorithmes classiques que sont les boucles et les branchements. Donc les branchements sont des branchements conditionnels, des structures qui permettent de faire des tests d'expressions booléennes et agir en conséquence. Donc il y a le if, le branchement select qui est l'équivalent du switch case en C. Pour les boucles, on va retrouver la boucle for qui est classique, où on va exécuter un ensemble d'instructions pour un compteur ou une variable qui va aller d'une valeur initiale à une valeur finale, d'une valeur initiale à une valeur finale avec un certain pas. Et les boucles while qui vont, en fonction d'un test booléen, exécuter cette instruction. C'est-à-dire que tant que cette expression est vraie, on reste bloqué dans cette boucle et on en sort seulement lorsque l'expression est fausse. Il existe d'autres structures algorithmiques, mais nous n'allons pas rentrer plus que ça dans ces détails. Il reste ensuite des exercices que vous pouvez pratiquer chez vous pour prendre en main le logiciel et tester vos connaissances dessus.